Alors, dans les années 60, Jack Kirby, Stan Lee, Steve Ditko, enfin tout un groupe d'auteurs ont redonné vie à une société qu'on connaît sous le nom de Marvel Comics, qui avait publié des histoires de super-héros dans les années 40 et qui vivotait, qui était même à la limite de la faillite. Et en voyant ce qui se faisait chez la concurrence, c'est-à-dire chez DC, avec les héros comme la Ligue de Justice, ils ont voulu aller dans ce sens-là. Donc ils ont lancé des personnages qu'on connaît bien, qui sont les 4 Fantastiques, Spider-Man, et puis dans toute cette nouvelle génération de Marvel, il y avait un personnage qui s'appelle Iron Man, et qui lui a été pensé, lancé, conçu, créé dans l'optique de ce qui se passait au Vietnam au même moment. Donc c'est comment dire, Marvel avait une habitude, enfin une connaissance des héros de guerre, puisque Captain America avait été créé pendant la Seconde Guerre, enfin juste avant que l'Amérique rentre dans la Seconde Guerre mondiale, il avait été pensé pour ce conflit-là. Ils ont créé et pensé un héros pour le conflit du Vietnam, et ce héros c'était un inventeur, Tony Stark, qui est un consultant pour l'armée américaine, qui s'aventure dans la jungle. Mon Dieu, il marche sur une mine, il est blessé, il est emmené derrière les lignes ennemies, il est retenu prisonnier où on veut le forcer à fabriquer des armes, et finalement, plutôt que fabriquer des armes pour des fous de guerre, il a la bonne idée de se créer une armure pour s'évader, et cette armure, c'est ce qui va être le prototype d'Iron Man. Alors, c'est une véritable énigme, parce que finalement, ce que n'avaient pas pensé nos amis de Marvel, c'était le changement dans l'opinion publique de la perception de la guerre. La Seconde Guerre mondiale, c'était, on va dire, quelque chose qui une fois passé par l'arbre, avait fait le consensus. Tout le monde était pour tordre le cou aux Japonais et aux Allemands dans l'opinion américaine. Dans les années 60, le Vietnam n'a pas fait que des convaincus aux États-Unis, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il y a un moment où d'ailleurs il a fallu rétro-pédaler et transformer l'histoire de Tony Stark, qui à la base est quand même un industriel marchand d'armes, la transformer en l'histoire de quelqu'un qui finalement, au fur et à mesure qu'on avance dans les années, se rend compte que les armes c'est pas bien, se rend compte qu'il faut mieux les laisser tomber, et se rend compte qu'il faut mieux réorienter toute son entreprise vers des inventions qui servent la société. Alors après ça s'est un peu changé, ça s'est un petit peu comment dire, conjugué au fil du temps et au fil des relations avec la guerre. C'est-à-dire, par exemple, avec la guerre du Golfe, Stark est redevenu un petit peu un industriel qui fabrique des armes, mais fondamentalement, il était moins manichéen que ce qu'on a pu trouver dans les années 60. Ben, le mandarin, il est né de ce sentiment dont je parlais dans les années 60. Alors, en plus d'un sentiment très très particulier qu'on va définir sous le nom de peur du péril jaune, c'est-à-dire que pour les Occidentaux, finalement, le Vietnam, la Chine, le Japon, tout ça, bah c'est la même chose. C'est une espèce de patra de personnages asiatiques un petit peu communistes qui en voudraient à l'Occident en général et à l'Amérique en particulier. Donc, après avoir mis en déroute un ou deux communistes, un ou deux Vietnamiens, notre Iron Man, notre Tony Stark, tombe sur un personnage qui s'appelle donc le Mandarin, qui vit en Chine, qui est dans la BD en tout cas visiblement chinois, mais qui est une sorte de traditionnaliste que même l'armée rouge, l'armée communiste en Chine craint, et qui est le seul à l'époque en Chine à avoir le secret d'une certaine force atomique. Et donc, comme ce personnage est encore plus dangereux que la Chine, le gouvernement américain, dans la première histoire, donne un peu le rôle de James Bond à Tony Stark et l'envoie là-bas pour en découdre avec le mandarin, qui se révèle finalement être un type qui tient ses énormes pouvoirs d'une dizaine de bagues qu'il a au doigt, qui elles-mêmes viennent d'un vaisseau spatial qui s'est échoué en Chine. Donc c'est un peu biscornu au début. Là où Iron Man dans la BD n'est jamais
qu'un membre du renouveau de Marvel, mais on va dire qu'il a jamais dépassé en termes de série ou de popularité des personnages comme Spider-Man ou les Fantastiques ou enfin voilà quoi. D'un seul coup, par la force des choses, parce que Marvel, avant de devenir Marvel Studios, avait déjà cédé les droits d'adaptation de ces stars que sont Spider-Man, les Fantastiques, les X-Men, à d'autres studios, et ne pouvait décemment pas commencer son empire cinéma avec ses têtes d'affiche qui ne lui étaient plus accessibles à l'écran. Il a fallu se rabattre sur le second rang et donner à Iron Man et à Hulk, dans une moindre mesure, le rôle de première pierre de l'édifice Marvel Studios. Et de fait, le premier film d'Iron Man, c'est la cartographie de tout ce qui reste à venir, quoi. C'est-à-dire que d'abord il y a l'effet de surprise, on ne savait pas à quoi s'attendre. L'essai a été réussi, non pas qu'il soit destiné à s'imposer comme un des chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma américain. C'est pas non plus la panacée, il n'est pas sans défaut, mais en tout cas il a réussi son pari et surtout il a glissé d'emblée dès le post-générique, ce qui n'était pas l'habitude à l'époque pour les films de super-héros en tout cas, la notion d'univers partagé. C'est-à-dire que dès la fin du premier film, on a Nick Fury qui débarque et qui nous parle des Vengeurs. Donc on a déjà l'annonce de ce qui va suivre. Donc j'ai envie de dire que c'est la pierre de touche de tout ce qu'a fait Marvel Studios jusqu'au film Vengeurs. Ah bah, c'est la question que tout le monde commence à se poser d'ailleurs. La franchise Iron Man peut-elle survivre? Tout peut survivre, j'ai envie de dire, puisqu'après tout, il y a bien à nouveau un Spider-Man post Sam Raimi qui a commencé à être montré à l'écran, qui a un deuxième film qui arrive déjà. Nécessité fait loi, donc si un jour Robert Downey Jr. décidait de raccrocher, Marvel serait bien obligé de faire avec. Ils ont quand même un certain nombre de capacités qui sont que, par exemple, on peut décider finalement de passer à des films Iron Man où on voit beaucoup plus l'armure, ou en tout cas on voit beaucoup plus le héros en armure, puisque là dans le troisième film il est encore souvent à l'extérieur. On peut repenser les choses aussi. On peut peut-être aussi le mettre au placard quelques années pour mieux demander à Robert Downey Jr. de revenir plus tard et de faire pourquoi pas un film Iron Man ou une trilogie sur un Iron Man vieillissant. Mais là, est-ce que le public suivrait, c'est une autre question. Dans l'absolu, tout peut être remplacé. Maintenant, c'est vrai que c'est sans doute l'acteur qui est le moins facilement remplaçable chez Marvel Studios. On peut remplacer le Bruce Banner dans Hulk, on en est au troisième. On peut sans doute remplacer la personne qui est derrière le masque de Captain America plus facilement que la personne qui est dans l'armure d'Iron Man. Mais vraiment, Robert Downey Jr. reste encore la pierre de touche.